Alors, on attend les premiers arrivants. Salut Marty, c'est la première fois que je te vois parmi nous. Ça fait plaisir de tomber sur toi. Le sujet d'aujourd'hui, ça va être le but de la vie. Je vais commencer par faire un point sur l'eau d'abord, pour rappeler encore un rappel. Parce que je pense que l'eau c'est important. J'attends un peu, allez, 2-3 minutes, histoire qu'on soit 2 ou 3 quand même. On va dire que ça commence dans 2 minutes. Ça va mon frérot, ça va bien. Je prépare mon petit live de tous les jours. Ouais, ça peut t'intéresser à toi en plus, je pense. Et si t'as des questions comme les autres, t'envoies en live. Comme ça, je pourrais répondre. Salut Samy aussi. Bon, pour l'instant, on a Marty et Samy. J'attends encore quelques minutes. Encore 2 minutes, allez. Salutations. Donc, je répète, je vais parler en premier de l'eau, le temps qu'un peu tout le monde arrive. Et après, ce qu'on m'a demandé, on m'a posé, on a voté dans les réponses pour que je parle du but de la vie, du sens et du but de la vie. Donc aujourd'hui, je vais essayer d'explorer cette question avec vous. Et essayer d'en tirer le maximum d'informations. Sissou, ça alors, salut Sissou, tu vas bien? Bah, je répète pour Sissou. Ce soir, on va parler de l'eau, parce que ouais, j'en ai déjà parlé, mais c'est important, je voudrais faire un rappel. Et en deuxième partie, on va parler du sens, du but de la vie. Mais Sissou, ça m'étonnerait qu'il reste, je crois qu'il est juste passé. C'est pas son délire. L'eau et le but de la vie, ouais, c'est deux sujets différents. Disons que dans 1 minute, je vais commencer à expliquer un petit peu, à faire un rappel sur l'eau. Je pense que j'en parle souvent, mais que c'est important, vu que l'eau, elle fait 80% de notre corps au niveau physique, et dans la chimie, on dit même qu'elle fait 99,9% de notre corps, étant donné que chaque organe est composé lui-même d'eau, en fait. Ça fait que l'eau, c'est quand même une grosse partie de nous-mêmes, et je pense que si on fait attention à l'eau qu'on a dans le corps, il y a peut-être moyen d'avoir une meilleure santé, beaucoup plus que de se concentrer sur tout le reste, vu qu'on a vraiment beaucoup d'eau dans le corps. Donc la qualité de l'eau qu'on a dans le corps, elle est extrêmement importante. Et à savoir que l'eau qui est à l'intérieur de nous, elle change un peu de forme par rapport à l'eau qu'on boit. C'est-à-dire elle se structure différemment. Je vais commencer. Donc l'eau, elle se structure différemment, comme un peu les cristaux, vous savez, les cristaux de la neige. Les cristaux de la neige, quand on regarde, ça ressemble un petit peu à des trucs comme ça. Ils peuvent être plus ou moins bien structurés. Donc il y a un mec qui a fait l'expérience, Emoto Masaru, je vous en ai déjà parlé, il a fait une vidéo qui s'appelle Le message de l'eau. Il y a une vidéo des Russes aussi qui s'appelle Water, qui est très importante, qui est très intéressante, où ils parlent de la même chose. Donc ils ont fait l'expérience, ils prennent de l'eau qui vient de différents endroits, ils la congèlent et ils regardent au microscope ils regardent comment elle est composée, est-ce qu'elle est harmonieuse, est-ce qu'elle a des cristaux à l'intérieur. Euh, donc ils ont remarqué que l'eau qui était pure, qui venait de montagne, etc., elle avait des cristaux harmonieux. Et que l'eau qui venait du robinet ou qui venait de dehors ou qui venait des flaques, l'eau qui venait de ces zones-là, elle était mal construite, elle était brisée, les cristaux ils étaient complètement disharmonieux, ils étaient moches. Alors ils ont fait d'autres expériences, ils ont pris de l'eau, pour essayer de voir comment elle était influencée, ils ont émis des vibrations sur l'eau. Par exemple, ils ont mis du hard rock et de la musique classique. Apparemment, l'eau, elle préfère la musique classique. Ça lui crée des cristaux plus harmonieux à l'intérieur d'elle. Ils ont aussi essayé de dire des bénédictions ou des malédictions sur l'eau, c'est-à-dire d'insulter de l'eau ou de bénir de l'eau, entre guillemets. Il dira de l'eau je t'aime, ou il dira de l'eau je te déteste. Et ça a fait le même effet. L'eau qui recevait les messages négatifs, ça déstructurait ces cristaux. Ces cristaux, ils devenaient complètement explosés et complètement moches. Alors, je répète pour les deux personnes qui viennent d'arriver, je sais que j'ai déjà parlé de l'eau, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, mais je fais encore un rappel pour que ce soit présent dans vos têtes parce que je pense que c'est très important. Donc ces cristaux-là, ils correspondent à la mémoire de l'eau, c'est-à-dire l'eau se rappelle
des informations, des vibrations qui passent à travers elle, grâce aux cristaux qui est à l'intérieur d'elle. Donc les cristaux ne sont pas visibles à la base dans l'eau. C'est une fois qu'on les congèle qu'on peut comprendre et qu'on peut voir qu'il y a des cristaux, on peut les observer. Donc ces cristaux, ils représentent donc sa mémoire, donc entre guillemets sa vie et son message. Et l'expérience qu'ils ont fait aussi, ils ont mis du riz dans l'eau pour voir si on faisait la même expérience. On met du riz dans l'eau, de l'eau qu'on insulte et de l'eau on dit, de l'eau qu'on dit. Alors je répète. Donc l'eau, si on la congèle, elle forme des cristaux comme la neige. Donc des cristaux comme ça, là, vous savez, comme la neige là. C'est pas très joli mon cristal, mais elle fait des formes qui sont plus ou moins harmonieuses. Genre, voilà. Donc ça c'est, vous savez, comme la neige, ça c'est des cristaux. Comme un peu les cristaux de quartz. Donc on a regardé quand l'eau on l'était congelée, on la regardait de très près et on avait la présence de cristaux à l'intérieur, plus ou moins bien élaborés, selon la qualité de l'eau. On a vu, avec les expériences qu'ils ont fait, donc c'est Monsieur Massarou qui a fait ça, on a vu que selon le traitement de l'eau, c'est-à-dire si on la traitait bien ou mal, si on la stockait bien ou mal, si on l'exposait à des bonnes ou mauvaises vibrations, les cristaux ils étaient plus ou moins bien construits. À savoir que vous imaginez la cohérence que ça peut avoir 80 kg d'eau dans un corps, organisé en cristaux harmonieux ou pas. La communication qui peut être fluide entre ces cristaux-là ou complètement désorganisée. Donc ils ont remarqué que quand une eau elle était insultée, par exemple, régulièrement, elle devenait toute moche, les cristaux devenaient tout pétés. Ça veut dire que si on passe notre temps dans un environnement qui nous envoie des choses négatives à répétition, ça détruit directement l'eau de notre corps. Donc forcément, ça impacte la communication qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes et le message que l'eau nous porte à l'intérieur de nous et sa mémoire. On peut mettre ça en parallèle avec le sel. Donc le sel naturel, ce sont des cristaux qui apparaissent d'ailleurs dans l'eau. Donc qui sont acteurs et symboliques du message de l'eau et de la présence de l'information à l'intérieur de l'eau. Monsieur Emoto Masaru, c'est un scientifique japonais qui a fait le message de l'eau. Donc c'est une vidéo qui est disponible sur YouTube que tout le monde peut regarder. Pour moi qui fais la recherche, c'est ce monsieur qui l'a fait. Alors ça fait un peu New Age comme information. La vidéo est assez courte. Parce qu'à la fin, il fait par exemple prier sur de l'eau et il remarque que juste l'intention de plusieurs personnes change les cristaux de l'eau. Et il y a aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, le reportage Water, où il y a plusieurs scientifiques russes qui ont fait à peu près les mêmes expériences avec l'eau. Et donc donc la construction et la qualité de cette eau, elle dépend beaucoup en fait de son environnement. Aujourd'hui, on peut voir un truc qui est très dangereux. L'eau du robinet, elle est stockée dans des châteaux d'eau. Et ces châteaux d'eau, on peut voir qu'au-dessus, ils ont mis des antennes à radiation. Enfin, des antennes qui reçoivent plusieurs types d'ondes électromagnétiques, etc. À savoir que l'eau, avec son système de cristaux, elle capte directement ça. Ça passe à travers elle en permanence. Ça fait que ces cristaux, ils peuvent être complètement grillés et détruits à cause des antennes qu'il y a au-dessus des réseaux de châteaux d'eau. Et tout ça, moi je pense que c'est assez criminel de faire ça, de ne pas prendre en considération que l'eau, elle a une composition, et de la détruire comme ça, je pense que c'est assez dangereux. Donc on a les Normal Hard et Lola Rabori qui viennent d'arriver. Donc je faisais un point sur l'eau et je répète encore, donc dans la qualité, les choses les plus importantes, c'est le fait qu'elle ne dépasse pas 50 mg par litre de résidus à sec pour pouvoir être correctement assimilé. Je vous donne un autre exemple, dans ces résidus à sec, il y a le calcium. Le calcium, c'est quelque chose qui sert à ce que la cellule s'autodétruise. Salut Lola. La cellule s'autodétruit avec le calcium. Elle se calcifie, donc elle devient comme les dents, comme les os. Et c'est normal, parce que si elle ne faisait pas ça, elle deviendrait un cancer. Mais il faut faire attention à ce que la dose de calcium soit pas trop élevée à l'intérieur de l'eau. Il y a aussi le problème du pH. Le pH, souvent, on nous dit oui, il ne faut pas qu'il soit trop acide, il vaut mieux qu'elle soit alcaline, etc. En réalité, l'eau, elle se calcule avec le pral. Donc c'est le pH créé à l'intérieur du corps par l'eau. Je vous donne un exemple. L'eau Rosana, là, la marque d'eau bleue, son pH, je crois qu'il est à 6, un truc comme ça. Mais son pral, ça veut dire son pH réel à l'intérieur de notre corps, il est à 14. Donc elle est hyper alcaline. Donc le pH qu'on voit derrière les bouteilles d'eau, il ne veut rien dire. Ça ne se lit pas comme ça. Parce qu'il y a des bouteilles à Casino, quand vous regardez derrière, le pH, il est à 8 et demi et tout. Mais en fait, l'eau, elle est imbuvable. C'est une sorte de fluide nocif. Donc c'est très difficile de... Salut Philippe.
c'est très difficile de savoir la qualité de l'eau par rapport à son pH. Ce sur quoi on peut se baser, c'est sa composition. Donc éviter qu'il y ait trop de fluor, trop de chlore, parce que c'est des choses qui sont là pour, entre guillemets, stériliser l'eau. Pas stériliser, mais empêcher le développement des bactéries à l'intérieur, mais qui en même temps favorisent le fait que l'eau soit complètement déstructurée et impropre à la consommation, qu'on puisse pas vraiment la boire. Je sais pas, il y a des marques d'eau. Pour citer Cristalline, franchement, je les cite, tant pis pour moi. Quand vous la buvez, votre ventre il est plein d'eau, mais votre corps il n'absorbe pas l'eau. Ouais, c'est parce que en fait, c'est une sorte de fluide qui est mal composé chimiquement, qui fait que l'eau est très mal assimilée par le corps humain. Et je voulais mettre aussi en avant le fait que le sel, donc le sel qui est aussi un cristal qu'on retrouve à l'intérieur de l'eau, le sel naturel est quelque chose de bon pour le corps. C'est pas comme le sel chimique. Et c'est pas comme le sucre non plus. Je bois quelle eau? Je bois Monroucou en général parce qu'elle est très faible en résidus à sec à 180 degrés. Monroucou, je la conseille. Il y a Rosée de la Reine et Montcalm aussi qu'on trouve dans les magasins bio en général et qui sont pas trop chers, pas inaccessibles. Et après de temps en temps, je prends des eaux artésiennes ou des eaux qui viennent des glaciers comme je sais pas, là je bois Voss par exemple. Je sais pas si on voit Voss qui est une bonne eau. Je bois aussi Icelandic qui est une bonne eau. Et c'est assez simple, il faut regarder derrière, vous évitez qu'il y ait trop de calcium, trop de chlorure et, euh, et trop de fluor, et déjà ce sera pas mal. Évitez qu'il y ait plus que 50 résidus à sec, plus que 50 mg par litre de résidus à sec à 180 degrés, et déjà ce sera pas mal du tout. Le pH, on peut pas s'en occuper comme je vous ai dit, parce qu'il faut mesurer le pH une fois qu'elle a atteint l'intérieur du corps, et ça dépend beaucoup en fait de sa composition, comment elle va se développer à l'intérieur du corps. Maintenant le point qui est fait sur l'eau, j'espère que tout le monde on va s'en rappeler. Bonsoir Mia. De toute façon, je vais revenir souvent dessus, je pense, parce que je pense que c'est très important. Et on va aborder l'autre sujet, donc les Par for Life. Ah oui, donc il y a des eaux qui sont spécifiques, spécifiquement chargées, comme les eaux gazeuses et Par et Contrex par exemple, qui sont plus chargées en magnésium. Et c'est vrai que si on a besoin d'être antioxydé, ou si on a des carences en magnésium, ou si on a besoin d'en avoir un peu plus, on peut acheter des eaux comme ça et les boire, mais c'est plus un usage médicamenteux, c'est-à-dire il vaut mieux boire tous les jours, genre de la Monroucou qui est très faible en résidus à sec. Et si on a besoin de magnésium, de toute façon on le sent, hein. Vous sentez comment vous sentez que vous avez besoin de magnésium. Je vous donne un truc tout simple, c'est kinesthésique. Quand vous buvez une eau et qu'elle vous paraît très bonne et bien assimilée, ben vous avez sûrement besoin de ce qu'il y a dedans. Si vous la buvez et que vous sentez que l'assimilation est difficile, ou si d'un coup, ou si vous aimez bien genre répare tout le temps et que d'un coup elle devient difficile à boire, c'est que votre corps il a assez de magnésium, il le repousse naturellement, ça passe par le goût et ça passe par la sensation de cette eau. Donc voilà, je clôt ici le point sur l'eau et j'allais parler pour répondre. Donc j'ai proposé plusieurs choix et vous avez été un maximum à cliquer sur le but de la vie. Donc je voulais justement vous parler un peu de ça. Et il semble que cette question est très importante, et d'ailleurs que si on répondait à cette question, c'est-à-dire quel est le but de la vie, pour un humain et pour les humains, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'autres questions qui auraient trouvé leur réponse à travers celle-là. Donc, alors pour vous répondre, pour vous amener les éléments de réponse, pour vous aider à percevoir la- le sens de cette question et la réponse à cette question qu'on peut se faire chacun, parce que bien sûr chacun va se faire une réponse un peu différente. Oui, Monroucou, ouais, avec un S à la fin d'ailleurs. Donc la réponse à cette question, elle va passer par comme une rétrospection sur ce que c'est que l'humanité et sur le sens dans lequel elle va. Parce que si je me dis juste le sens de ma vie, je peux prendre juste de quoi j'ai envie et me dire tiens, le sens de ma vie, moi j'aime bien jouer aux jeux vidéo, c'est jouer aux jeux vidéo. Ouais, mais est-ce que c'est bon d'avoir un but de la vie qui est peut-être complètement déconnecté du but de la vie de l'humain? Alors on va essayer de réfléchir à ça. Donc dans l'humanité, on peut voir que depuis qu'on est homme, on s'est composé l'humanité. C'est-à-dire au début on est arrivé, on était des clans. C'est-à-dire aussi loin qu'on peut remonter de façon logique. Donc je ne parle pas du singe, je ne parle pas de l'apparition de l'homme sur la Terre, ça c'est autre chose, c'est un autre sujet. Mais à partir du moment où on a commencé à former des sociétés, on peut voir, ouais, de mourir satisfait. Mais pareil, qu'est-ce que c'est être satisfait? C'est vrai, mourir satisfait, ce serait pas bête, mais est-ce que c'est accessible même? Donc on a créé en premier des clans, puis ensuite des villages, ensuite des villes, ensuite des pays, etc. On est arrivé petit à petit à être de plus en plus connectés. Donc on pourrait dire qu'il y a un but de la vie humaine qui est d'arriver à se connecter de plus en plus nous les humains et que la nature nous y pousse petit à petit, notre nature nous y pousse petit à petit à travers multiples difficultés, à travers multiples guerres, à travers multiples
combat, etc. On dépasse plein de choses pour finalement se retrouver de plus en plus connectés. Et paradoxalement, de plus en plus éloignés, parce qu'on arrive à une époque où on pourrait dire oui, avant on était des clans, c'est-à-dire on était séparés des autres clans, mais les clans, nous, entre nous, on était vachement unis, on se ressentait, on avait encore l'esprit groupe, un peu comme les animaux, c'est-à-dire le premier état de l'humain où l'être humain ressentait son clan autour de lui et les autres humains qui sont autour de lui comme quelque chose d'intérieur à lui. Et petit à petit, plus on a connecté ces clans, ces pays, ces unions, etc., et plus les clans sont devenus divisés à l'intérieur, et plus ces gens à l'intérieur sont devenus déconnectés les uns des autres. C'est paradoxal, mais ça va ensemble, c'est équilibré en fait. C'est-à-dire plus on connecte le monde entier, plus chacun des acteurs de cette grande masse devient lui plus en plus potentiellement séparable des autres. Et, euh, on peut arriver du coup à associer ou dissocier le but personnel de l'humanité avec le but général de l'humanité. On peut voir on est traversé depuis qu'on est jeune par une multitude de désirs, des choses qu'on veut atteindre et qu'on veut accomplir. Et ces désirs, ils passent à travers nous comme des hôtes presque. Ça veut dire qu'il y a il y a des désirs qui existent en dehors de nous. L'autre fois, je parlais je parlais de la colère, par exemple, comme un dieu ou d'une force psychologique, c'est-à-dire qu'elle existe en dehors de nous. C'est-à-dire qu'on peut vivre et mourir et la colère passe à travers nous. Et nous, on vit, on meurt en l'accueillant ou en la chassant. Et en fait, la plupart des désirs, c'est comme ça. Ils vivent à travers nous, ils passent à travers nous, on les accueille dans notre vie, plusieurs désirs. Ils nous permettent de plus ou moins bien évoluer. On peut classer ces désirs en désirs constructeurs ou destructeurs, ou en désirs de don ou de réception. Il y a un lien entre les deux qui paraît pas forcément, enfin si, qui apparaît assez évident, mais pas forcément extrêmement logique. Moi, je fais le lien pour vous dire. Donc, les désirs se développent à l'intérieur de nous et c'est eux qui nous aident et qui nous poussent. C'est-à-dire que si j'entretiens de bons désirs, si j'entretiens de bons, de bonnes intentions, si j'entretiens des bons besoins, si j'entretiens des bons manques à l'intérieur de moi, c'est-à-dire si je veux arriver à me rapprocher un petit peu du but de la vie de l'humanité, c'est-à-dire de la connexion, j'entretiens un désir qui est, on va dire, constructeur. C'est-à-dire que c'est un désir qui construit la société. Par exemple, si je veux participer, même bêtement, à un concours de jeux vidéo avec plusieurs personnes, j'ai un désir constructeur. Alors que le même désir, juste pour moi-même, d'être isolé dans un coin dans ma chambre et de jouer à un jeu complètement déconnecté de tout le monde, alors j'ai un désir destructeur juste parce qu'il ne correspond pas à la construction de la société. Ça veut dire qu'il n'aide pas la société à se construire, il me permet juste de me déconnecter de la société. Donc ce désir mûrit petit à petit. Le désir, quand il apparaît à l'intérieur de nous, il est très faible. Il nous permet pas de bouger tout de suite. Je sais pas, c'est pas si d'un coup je me réveille et que je veux, j'en sais rien, je veux gravir une montagne. C'est pas en claquant des doigts que je vais y arriver. Il y a une certaine préparation, il y a un développement du désir à avoir, et c'est deux choses différentes que d'imaginer et de commencer à percevoir que je veux quelque chose et d'avoir assez de force pour le réaliser. Donc le désir, on va dire qu'il passe par plusieurs phases. Donc certaines cultures parlent de minéral, végétal, animal et humain. Donc minéral, végétal et animal, c'est assez facile à comprendre. Un désir qui est minéral, vous savez, comme une éponge, donc qui est simplement capable d'absorber ce qu'il y a autour de lui, donc qui commence à former son désir par rapport à son environnement. Ensuite, végétal, ça veut dire qu'il commence à se tourner vers ce qu'il veut, petit à petit, comme les plantes se tournent vers le soleil, vers la source de ce qu'elles veulent. Animal, c'est qu'il déjà il sait s'auto-alimenter, il s'est chassé pour s'alimenter. Et humain, coucou nous, coucou Alexis. Et le désir humain qui va être la conscience de l'autre et le désir de fonder une société, le désir d'avoir des intentions qui sont au-dessus et supérieures à celles de simplement les intentions animales. Donc si on augmente la connexion entre nous, ça fait partie d'un désir qui est humain. C'est là où je voulais en venir. Ça veut dire que si on se rapproche du but de la vie, qu'on recherche le but de la vie, le sens de la vie, qu'on s'intéresse à l'humanité, comment elle a passé toutes ces étapes, ce qu'on est en train de devenir, on voit qu'on a des désirs qui sont de plus en plus développés, nous les humains, pour construire la société. Et on sort des désirs simplement de survivre et on arrive vers des désirs qui sont sociétaux, qui sont de connexion, qui sont de contribution les uns aux autres, qui sont de dons en fait. C'est-à-dire pas simplement penser à recevoir dans mon coin mon steak et mon coin auprès du feu. Cette appréhension, cette façon de traiter le désir et de se rapprocher d'un but qui est de plus en plus commun à toute l'humanité, elle va nous amener petit à petit à réaliser notre but à nous, c'est-à-dire de comprendre notre place, comment nous on est
fabriqué et qu'est-ce qui est fait pour nous, entre guillemets. C'est-à-dire, si je me connais bien, si j'arrive à bien me connaître, si j'arrive à bien exploiter mon désir, je vais comprendre comment je peux contribuer à la société. Euh, qu'est-ce, quoi que je sois et qui que je sois, je sais pas, même si c'est quelque chose de négatif, hein, ça peut être un tueur, comme ça peut être un planteur d'arbres. C'est les deux personnes ont un désir qui correspond à un équilibre dans la société. Et chacun va trouver plus ou moins sa place par rapport à l'équilibre de ses désirs personnels qui l'amènent plus ou moins à créer une société. Est-ce que si je résume bien, si je dis que le but personnel serait d'essayer de se rapprocher du but général commun? Oui, alors en partie, oui, c'est bien résumé. Alors je vais préciser même, le but personnel, il est de rentrer dans le bien commun pour mon bien aussi à moi. C'est-à-dire, je peux pas m'exclure du bien commun si j'ai pas mon bien à moi. Par contre, il faut que je puisse trouver la façon satisfaisante, comme tout à l'heure, je sais plus qui c'est qui a dit que le but c'était de mourir satisfait. C'est-à-dire que je dois arriver à une façon où je suis satisfait de l'évolution des choses. C'est-à-dire, je sens que je contribue à quelque chose et que je suis euh, pas forcément constructeur, hein, parce que je peux être destructeur et quand même contribuer à la société, mais que j'ai ma place. C'est-à-dire, je comprends le sens de ma vie, je comprends que j'ai pu naître ici pour accomplir certaines actions, pour arriver finalement à mourir en ayant la sensation d'avoir accompli, entre guillemets, ma, ma mission de vie. Alors, cette idée, elle sous-entend qu'en fait, tout est un en vrai. Donc ça sous-entend ça, parce que si l'humanité, elle continue à avancer, qu'elle se connecte de plus en plus, qu'elle est de plus en plus globale et unie, on va arriver à un moment où en fait, tout le monde va être connecté avec tout le monde, et en gros, c'est l'amour du prochain qui régnerait sur la Terre, ce qui est pour l'instant très difficilement imaginable et accessible. Mais ça reste une sensation, à quel moment on peut en être sûr? Qu'est-ce qui reste une sensation? Parce que le fait que l'humanité se connecte de plus en plus et devienne de plus en plus interdépendante, c'est pas une sensation, c'est un fait. Et le fait que je doive trouver ma place là-dedans, ça aussi c'est pas une sensation, c'est un fait. La sensation est quelle est ma place là-dedans, comment je ressens exactement ce qu'il y a là-dedans. Si c'est ça ta question, alors ça dépend beaucoup de la connaissance qu'on a de soi-même. Si j'apprends à me connaître, si j'apprends à évaluer, c'est-à-dire si je me mets en situation, donc je sors de ma zone de confort, je me mets en situation avec la société et je regarde comment j'interagis, quels sont mes premiers réflexes d'interaction avec la société, je vais pouvoir observer quelque chose de moi qui va me donner des précisions sur mon potentiel, mes capacités et sûrement sur ce que j'aime faire. La bonne place, c'est quand tu aimes ce que tu fais et ça correspond à un avancement. C'est-à-dire ça correspond à une place dans la société. Si on aime de faire quelque chose et qu'on n'a pas de place dans la société, c'est sûrement un rêve qu'on est en train de faire. Enfin un rêve. On est sûrement en train de délirer et de fabriquer une fausse réalité alternative à l'intérieur de soi. Et on pourra difficilement déterminer un but pour notre vie complètement déconnecté des autres. La version ultime de l'humanité, c'est justement l'humanité toute connectée. C'est ce qui serait idéal. C'est très difficile à imaginer pour l'instant parce qu'on n'a pas encore exploité tous les systèmes de l'ego. Donc notre ego, ce qui nous sépare depuis la naissance, donc quand on est, on a cette perception de nous-mêmes qui nous sépare des autres, ce qui fait qu'on ne comprend pas qu'on est une partie, une cellule dans 7 milliards de personnes. On voit, euh, on voit pas tous ces gens-là autour de nous, et quand on souffre, on pense que cette souffrance-là est terrible, on ne peut pas forcément imaginer que c'est un équilibre avec le reste, et ce fait-là peut nous empêcher toute la vie de pouvoir participer à la société. Donc il y a un travail sur soi-même déjà pour sortir de sa zone de confort, dépasser son ego, s'intéresser au bien de la société et voir comment on peut se placer nous. Et c'est l'expérience qui va amener petit à petit la sensation juste de ce que je peux faire et là où je peux être utile et de ce que je peux réaliser. Si vous avez des questions en même temps, n'hésitez pas, hein, parce que des fois je sais que je peux parler un peu vite et des fois peut-être passer sur des choses un peu rapidement sans penser qu'il y a plus de questions. Donc vraiment n'hésitez pas. Donc je disais, le but de ce développement, le but de donc on est en tant que petit ego séparé, petit à petit on arrive à percevoir qu'on n'en est pas juste tout seul dans notre coin, que nos souffrances ne sont pas des vérités absolues. Ne penses-tu pas que les élites n'ont pas le même but? Alors c'est très difficile à savoir. Je me suis souvent posé la question. Le truc qu'il y a, c'est qu'on ne connaît pas ces élites. Ils sont en train de nous diriger d'en haut et on ne sait pas trop où ils nous mènent. Mais ils ont peut-être plus conscience que ce qu'on croit de ce qui se passe. C'est-à-dire que on en est au point aujourd'hui où on est complètement perturbé par nos désirs personnels. On a demandé tellement n'importe quoi à la vie. On a demandé à avoir, enfin pardon, n'importe quoi, mais Netflix, des Air Max et de l'exploitation d'un humain par un autre. Ce qui fait qu'on n'est pas spécialement conscient
du vrai bien de ce qu'il y a autour de nous. Mais s'il y a une élite et qu'elle est bienveillante, elle a la conscience de ce qu'il faut, de ce qu'on devrait réaliser, de où c'est qu'on devrait aller. Et peut-être qu'elle nous y mène. Et je pense qu'il y a une élite qui est bienveillante et une élite malveillante, comme tout, comme partout. Enfin, en plus, bienveillante et malveillante. C'est plutôt une élite constructrice et une élite destructrice. Et j'imagine qu'il y a des degrés en plus différents entre différents types d'élites et que tout le monde se bagarre un petit peu à ce niveau-là, dans ce grand combat pour amener justement l'humanité quelque part. Mais on ne peut pas déclarer comme ça, même si les élites se comportent assez étrangement, même si elles font que répondre à nos désirs des fois primaires et créer une espèce de résultat en cascade qui a l'air de dépasser un petit peu tous les calculs que tout le monde fait d'entretien de mauvais désirs et d'entretien de choses destructrices entre nous. Nous, on aura tendance à pointer du doigt l'élite, à dire non, c'est à cause d'eux, mais c'est à cause de nous. C'est nous qui demandons. C'est nous, en tant que groupe humain, qui demandons à avoir ces choses-là. Nous, on demande à pas trop réfléchir. On demande à avoir des chefs. On demande à être mis en sécurité. On demande à pas être responsable. Donc du coup, c'est une élite, elle a conscience de ça, qu'on nous, on demande à toutes ces choses-là qui sont limite anti-humaines. Cette élite, elle peut peut-être se dire, oui, bah, on va pas trop écouter ce qu'ils disent, on va juste les amener degré haute force. Ça veut dire on va leur créer des souffrances et des plaisirs qui vont les faire se développer petit à petit, et dans ce développement, on va les amener quelque part où on sera tous connectés les uns avec les autres. Alors, je pense qu'il y a une élite qui propose une connexion générale sous forme extrêmement destructrice, c'est-à-dire destructrice du sens humain. On voit le transhumanisme, on devient tous des robots, tout est bien plat, bien lisse, comme une grande dalle de béton. Et il y a un autre type d'élite, on va dire un peu plus spirituelle. Salut Jess, ça va bien? Où il y a un autre type d'élite un peu plus spirituelle qui nous propose une autre forme de connexion entre nous. Euh, une forme de connexion qui est plus positive, plus spirituelle dans le sens séparée de nos corps. Ça veut dire que nos corps physiques, eux, ils sont séparés les uns des autres. Et si j'ai juste conscience de mon corps, euh, je ne peux pas vraiment participer à une société, à moins que ce soit juste une société de survie. C'est-à-dire la survie du clan, etc. Mais si je veux participer à une société où il y a des gens éloignés de moi qui vont quand même bénéficier de mon attitude, ça veut dire que je dois dépasser le fait que je sois juste un corps. Donc je vais rentrer dans quoi? Dans une spiritualité en disant que je suis au-dessus de mon corps, je suis un esprit. Et donc le capitalisme s'inscrit où dans le but de la vie? Les élites capitalistes seraient les malveillants, mais les élites bienveillants, c'est qui? Alors le capitalisme n'est pas forcément malveillant. Comme le communisme n'est pas forcément malveillant non plus ou bienveillant. C'est pas aussi simple entre guillemets. C'est équilibré. Ça veut dire que s'il y a une élite capitaliste, ça correspond à un besoin primaire de l'humain pour le capitalisme. Pareil pour le communisme. Donc dans le but de cette vie, il y a un équilibre entre tout. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais l'Amérique, elle se place là, et elle représente, vous savez, la liberté. Pas l'égalité, hein, pas du tout. La liberté, le capitalisme, la liberté, je fais ce que je veux. Puis on a de l'autre côté la Russie, là, tout ce système chinois, russe, qui est l'égalité. Pas la liberté, hein. Vous avez vu, les Chinois et les Russes, ils sont loin d'être libres. Mais ils sont égaux. Ah ouais, il n'y a rien qui est à personne, tout est à tout le monde, etc. Ils ont deux façons très différentes. Et à la France, nous, on est entre les deux, et notre slogan, c'est quoi? Liberté, égalité, fraternité. C'est-à-dire c'est un truc qui est impossible. C'est-à-dire on est censé, nous, mélanger la Russie, l'Amérique, et en plus créer quelque chose d'entre, qui est la fraternité. Et oui, en fait, c'est pas bête. Parce que c'est ça l'équilibre, c'est que je puisse allier deux pôles opposés qui sont super opposés, qui pèsent pas du tout le même poids, qui sont complètement désaccordés, et les accorder sur une chose. Donc comment on va arriver à un point d'avancée pour dépasser justement ce capitalisme qui bouffe tout, ce communisme qui écrase tout? Ben, ils disent fraternité. Ce qui est pas bête du tout, parce que si on prend le développement comme je viens de l'exposer, qui est une connexion entre les humains qui est de plus en plus resserrée, de plus en plus proche, la fraternité, c'est-à-dire la capacité à garder des frères, des amis, enfin de créer une société fraternelle, ça peut équilibrer justement ces deux tendances qui sont le capitalisme et le communisme en quelque chose de nouveau. Dire prendre conscience de ces deux choses comme étant faisant partie d'un même tout, et pas juste deux extrêmes qu'on doit choisir, quelque chose qu'on doit composer ou on doit faire avec, peut créer justement un équilibre avec ces deux pôles qui servent à la même force, qui servent à la même avancée, au même but commun. Et donc du coup avec ça on peut passer d'une étape à l'autre, on peut passer d'une étape physique et à une étape spirituelle. Et l'équité. Alors l'équité, c'est bien de citer ça. Je sais pas, est-ce que tu veux dire équité ou égalité? Parce que équité et égalité, c'est différent. Donc je suppose, comme j'ai dit égalité, tu parles de façon différente. Je pense que pour moi, l'équité est
plus importante que l'égalité, mais c'est plus au cas par cas. Si on prend, euh, si on prend la règle générale, si les gens sont égaux, il faut aussi qu'ils soient équitables. Est-ce que tu peux préciser ta question parce que ça peut m'amener sur vraiment plusieurs chemins. Donc, qu'est-ce que tu penses de l'équité? Tu penses que par rapport au but de la vie, est-ce que le but de la vie c'est d'être équitable autant que d'être égaux? Ou alors, enfin la question, c'est quoi exactement ta question? J'en étais où? Ah oui. Donc l'esprit groupe humain qu'il y avait il y a très longtemps, il s'est séparé petit à petit. Pour que chacun prenne conscience de son individualité, on s'est séparé du groupe pour prendre chacun conscience de nos propres désirs, se séparer, devenir en gros capitaliste égoïste. C'est-à-dire quitter ce communisme, cette chose qui nous relie tous, cette forme de communisme pour devenir chacun capitaliste, chacun pour soi. Et petit à petit, on a fait ça et on a vu quand même qu'au niveau de la société, on formait des corps un peu plus grands et qu'il fallait quand même qu'on soit connectés tous les uns avec les autres. Donc la survie, elle nous a amené petit à petit à créer une situation beaucoup plus égoïste, mais en même temps avec des potentiels de connexion qui sont beaucoup plus grands. Donc on peut arriver à observer par là que la vie, elle va dans un certain sens, qu'elle nous influence dans ce sens-là, et donc le but de cette vie, c'est comme faire mûrir un fruit. Et en plus, un fruit, vous avez vu, avant qu'il soit mûr, il est dégueulasse, hein, ça se mange pas. Un fruit pas mûr n'est pas mangeable. Donc l'humanité peut avoir un goût terrible et horrible, mais ça ne veut pas dire que ça va pas, entre guillemets, bien finir. Sachant que le fruit, une fois qu'il est mûr, en plus il pourrit, ça devient de l'alcool, ça s'évapore, enfin ça fait tout un cycle. Donc on est dans des cycles, la nature autour de nous, qui est organique comme nous, notre corps est organique, il naît, il vieillit, il pourrit, il se recycle. Comme tout dans la nature nous montre l'exemple en fractal, en tout petit, du cycle, de ce que c'est que le cycle, c'est-à-dire naissance, mort, et ça recommence. Alors, en admettant que cette vision est proche de la réalité, dans quelle mesure les humains peuvent, excusez mon français, chier dans la colle. Euh, je pense qu'il peut y avoir beaucoup de ratés, c'est-à-dire qu'on peut passer beaucoup de tentatives à rater ça. C'est-à-dire, je pense que c'est déjà arrivé beaucoup, qu'on aille de plus en plus loin dans les systèmes de connexion et qu'au final, quand on arrive à tout détruire, c'est-à-dire que notre ego, en fait, qui gagne le game et on détruit une grande partie de l'humanité. Vous savez, on fait une déchéance de la société. Les humains chient dans la colle, comme tu dis, entre guillemets, euh, se font s'autodétruisent eux-mêmes et un autre cycle. Et si l'humanité échouait, que se passerait-il alors à l'échelle de l'humain ou de la nature ou individuelle? Bah, c'est ce qui se passe depuis, pour l'instant sur la Terre, depuis que c'est arrivé. Les sociétés se bâtissent, euh, n'arrivent pas à se connecter en version finale parce que bah, sinon ça se saurait. On aurait une société qui est idéale depuis longtemps, donc ça n'est jamais arrivé. Donc à chaque fois, ils ont chié dans la colle, entre guillemets, et se sont autodétruits, et ça a toujours recommencé à chaque fois du début, d'une façon différente, et d'une façon différente, et encore et encore. Et aujourd'hui, on est, on va dire aussi, à une époque un peu charnière, parce qu'on est sur une union qui dépasse tout ce qu'il y a eu avant, hein. On a Internet, on a des choses qui nous connectent comme il n'y a jamais eu avant. C'est-à-dire qu'on va arriver à à une, excuse-moi, j'ai une question, tu as présenté le monde scindé en deux pôle avec la liberté et l'égalité sans parler de l'équité qui me semblait être aussi une solution de cohabitation et de vivre ensemble. D'accord, ok, je viens de capter. Bah, l'équité, je pense elle est à mettre du côté de l'égalité. Parce que si on parle de... On peut pas dire que un système libertaire soit équitable. En même temps, un système égalitaire non plus. Mais l'équité, peut-être que c'est ça qui nous... qui va équilibrer justement ces choses-là, le fait que c'est bien beau d'être égaux, mais il faut être équitable, il faut que chacune des personnes, elle puisse avoir pas forcément le même résultat pour ses actions, mais le résultat dont elle a besoin. C'est-à-dire, je sais pas, par exemple, si j'ai besoin de, je sais pas, si je fais 1,90 m, j'ai besoin de 5 kilos de viande, si je fais 1,60 m, j'ai besoin de 2 kilos, c'est équitable si ben, moi j'ai mes 5 et lui il a ses 2. C'est égal si tous les deux on a 3 kilos. Mais l'égalité n'est pas forcément envisageable. Après, c'est plus un détail, mais je pense que l'équité est du côté de l'égalité, ça veut dire que c'est un approfondissement, une meilleure compréhension du terme de l'égalité, c'est-à-dire l'équité. Penses-tu que l'essor des réseaux sociaux est un signe d'avancement vers notre reconnaissance est positif pour l'humanité, notre chemin vers notre but? Je pense que l'essor des réseaux sociaux, c'est une forme de rééducation de l'humain qui permet certes bien des dérives, mais qui permet aussi à l'être humain de se mesurer dans la société.
C'est-à-dire on n'a plus besoin d'avoir peur les uns des autres, on peut se retrouver sur un réseau social et se mettre des likes, vous voyez ce que je veux dire, s'apprécier les uns les autres, prendre conscience les uns des autres sur sur notre place dans la société, sur le rôle qu'on a, sur ce qu'on aime bien, ce qu'on n'aime pas. C'est-à-dire qu'on commence à prendre contact avec les autres de façon virtuelle. Et vous savez, un entraînement virtuel, c'est comme quand on passe le code de la route, c'est virtuel, on regarde, et puis finalement, le but c'est d'aller conduire en vrai. Donc l'essor des réseaux sociaux, il peut être utilisé comme ça. Et ce sera peut-être que 5% des gens qui l'utilisent qui vont avoir ce bénéfice-là. Mais je pense que sans ça, ce serait très difficile d'y arriver. C'est une espèce de technique de masse qui est arrivée sur nous les humains, qu'on s'est auto-créé pour pouvoir arriver justement à cette conscience qu'on a des uns des autres. Ok, je vois, du coup, on est obligé d'essayer, et si on n'y arrive pas, on va devoir recommencer. C'est ce qui se passe en fait. C'est pas qu'on va devoir recommencer, c'est que à chaque fois qu'une société elle est tombée en déchéance, une société s'est remise en place et tout a recommencé et on a passé jusqu'à maintenant plusieurs cycles. Il y a des, il y a des savants, il y a des ésotéristes qui parlent de vraiment beaucoup de cycles d'humanité sur des millions d'années. Il y en a qui parlent de beaucoup moins. La génération suivante essaiera à son tour. Ouais, voilà, ouais. Pas grave, j'ai aucune prétention sur mes connaissances, je pose juste des questions. Ah oui, bien sûr, poser des questions, c'est, euh, euh, c'est pour ça que je suis là, c'est pour pouvoir répondre justement à ces questions-là. Euh, donc, où j'en étais, euh, je parlais de le fait qu'on se reconnectait petit à petit grâce aussi aux réseaux sociaux. D'ailleurs, j'allais en parler de ça. L'accès qu'on a aux autres, il devient de plus en plus important parce que justement, si je veux pouvoir me dépasser moi-même, il faut que j'ai accès à l'autre. Il faut que je puisse avoir un modèle réduit de la société. Par exemple, la famille, la première cellule, la cellule familiale, c'est un modèle réduit de la société. Le comportement que j'ai dans la famille, il est fortement lié avec le comportement que je vais avoir en société. C'est un peu un entraînement, la famille, c'est un peu un entraînement à la vie après en société. Je comprends ton point de vue, merci. Merci. Donc cet entraînement, la famille fait partie de cet entraînement. On a aujourd'hui une potentialité à briser la famille qui est beaucoup plus facile qu'avant. Les gens peuvent se séparer parce qu'ils sont plus ensemble pour la survie. Si je prends un exemple, je sais pas, avant, un mec il était au champ et sa femme elle était à la maison, ou rarement l'inverse, et s'il en manquait un, tout le monde était mort, les enfants, la femme et l'homme. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas se séparer parce que la survie leur imposait d'être collés les uns avec les autres. Alors qu'aujourd'hui, bah écoute, il y a la CAF, il y a les allocations, si tu veux dégager ton mec dehors, tu vas pas mourir. Donc on a donné une possibilité par cette société à briser la cellule familiale. Ce qui est pas forcément bien, mais pas forcément mauvais non plus. C'est-à-dire, on arrive à voir aujourd'hui jusqu'à où va notre ego. Qu'en fait, notre nature profonde, si c'est pas par la survie, on a tendance à se déconnecter les uns des autres. Mais cette déconnexion, où c'est qu'elle nous amène? Ben, pas du tout dans le but de la vie. C'est-à-dire que la vie ne nous pousse pas dans ce sens-là en groupe, mais de façon isolée et individuelle. Si on ne fait pas ce travail-là qui est intérieur, de se dire, ah, tiens, je vais essayer de trouver ma place et de comprendre ma place dans cette société, on peut arriver à être complètement déconnecté et à passer sa vie dans une dimension masturbatoire de la vie, c'est-à-dire juste prendre du plaisir. J'avais la question de quelqu'un qui me disait que c'est quoi le but de la vie. Moi, j'ai l'impression que c'est que l'argent, c'est juste gagner de l'argent. Et bah oui, ça peut apparaître comme ça, parce que si on pense juste à se remplir et à prendre, bah écoute, si c'est le but, c'est d'être le maximum plein possible, l'argent me donne accès au maximum de tout ce que je peux me remplir. Mais c'est assez réduit. Parce qu'une fois que mon estomac est plein, eh ben, je peux pas le remplir plus. C'est-à-dire que si par contre je suis connecté avec d'autres personnes et que je dois remplir d'autres estomacs, là c'est différent. Je peux avoir beaucoup plus de force, d'énergie et de développement. Le mot développement est très important parce que je pense que c'est ça, le but de la vie. C'est-à-dire, c'est de se développer, c'est d'évoluer. Si on évolue, si on se développe, on va se sentir en constante, dans un plaisir et dans une relation constante avec l'humain et avec la vie qui va faire qu'on va se sentir à notre place et qu'on va sentir qu'on réalise petit à petit notre but. Autre question, comment se remporter si on remplaçait connexion par domination? Genre imposer une connexion pour s'assurer à terme d'une domination globale. Quoi? Si on remplaçait le mot connexion par domination, imposer une connexion pour s'assurer à terme d'une domination globale. Oui, alors ça peut être ça. Tout à l'heure, on parlait des élites qui sont peut-être positives ou négatives. Je pense tout à fait qu'il peut y avoir des élites qui vont nous dominer pour nous connecter. Est-ce que leur but, c'est la domination? Je ne sais pas. C'est là où je dis, je ne peux pas déterminer, moi, là où je suis, les intentions des élites. On peut imaginer que c'est une possibilité, comme on peut dire que peut-être non. Il peut y avoir les deux peuvent exister en même temps, et je pense que les deux existent en même temps. La nature, elle aime bien nous montrer tout et son contraire, du feu et de l'eau,
qui existent dans le même rayon de création, et pourtant ces deux choses, elles peuvent se combiner, l'une peut faire évaporer l'autre, l'une qui éteint l'autre, enfin les contraires sont pas forcément, se suppriment pas forcément l'un l'autre, peuvent exister en même temps et servir à une même chose. Ça fait que la domination pour la connexion, je pense qu'il y a eu des passages de l'humanité où ça a été comme ça. C'est-à-dire qu'on a dominé des peuples pour qu'au final ils se connectent entre eux, et pour qu'au final la connexion du peuple change la forme de domination. C'est comme si la tête définit ce que le ventre doit manger, et qu'au final le ventre va pouvoir se développer et faire partie de la tête, c'est-à-dire servir vraiment à quelque chose pour, euh, pour continuer ce but-là. Mais du coup, on peut reprendre pas mal de tes arguments et ta point de vue avec une finalité pas mal différente. Oui, on peut prendre. Alors, je sais pas ce que tu vois comme plein de finalités différentes, mais si on prend jusqu'à maintenant le sens des choses, c'est-à-dire si on prend le monde, comment il se développe, le monde, comment il évolue, la société autour de nous telle qu'elle évolue, on peut, enfin ça va pas dans mille sens différents, ça va vers la connexion à travers la difficulté. C'est-à-dire qu'on passe des difficultés pour finalement resserrer la connexion après. On a des guerres et juste après on a des élances économiques qui n'existaient pas juste avant. Je sais pas, la guerre 39-40, elle a amené la pizza en Amérique et le chewing-gum en Italie euh, par union économique. Ces unions économiques, après, ça a fait d'autres problèmes, ça a fait des crises, etc., où on a créé on a créé une ère de l'information, où l'information était plus importante que l'argent, où l'information est devenue une valeur. Après, on a dépassé ça et c'est devenu l'ère du réseau. C'est-à-dire que les connexions, si on a un bon réseau, c'est devenu encore plus de valeur que l'information parce que le réseau amène à beaucoup plus d'informations. C'est-à-dire qu'on voit que la création du réseau entre les humains, c'est c'est tout à fait lié au but de la vie de l'humain, des humains en général. Alors pour revenir au... Attends, je parle pas des élites, je parle du but de l'humanité, d'accord? La connexion c'est neutre du coup, pas forcément positif. Oui, la connexion c'est neutre. Un voleur qui vole quelqu'un, c'est une connexion, hein. Il est connecté à lui parce que l'un agit sur l'autre. Il y a des connexions, on va dire, qui sont pas positives et négatives, mais qui sont constructrices ou destructrices. Donc une connexion destructrice va faire en sorte que la société détruit certaines parties. C'est pas forcément des mauvaises parties. Une fois, je lisais un article d'un rabbin qui a vécu il y a longtemps, qui parlait des faiseurs de paix et des faiseurs de vérité, et qui les opposait, les deux. Et il disait que ceux qui cherchent à faire la vérité ne cherchent pas à faire la paix, et ceux qui cherchent à faire la paix ne cherchent pas à faire la vérité. Mais que les deux, ils étaient complémentaires, c'est-à-dire qu'il y avait besoin des deux, parce que dans l'humanité, il y a des moments où c'est la paix, mais ça va pas. Il faut dépasser ce stade-là parce qu'on n'est pas assez avancé ni évolué. Donc on a un faiseur de vérité qui vient tout casser. Mais si on laisse que des faiseurs de vérité, alors on va tout casser tout le temps. Il faut des fois être assez en paix un bon moment pour atteindre un nouvel état, pour arriver à avoir une nouvelle vérité. C'est ça, c'est que le potentiel de l'homme, il est en constante évolution, en constant développement, et on peut pas se séparer nous de ce développement sans créer une réalité alternative bizarre et inexistante. Je sais pas, on peut créer une parenthèse où on existe tout seul comme une espèce de maladie, c'est vrai, mais on est alors déconnecté de tout le reste. Si on se connecte à cette humanité, on va voir on est forcément lancé dans ce mouvement avec ces forces-là qui nous poussent. Je comprends ce que tu veux dire, oui, mais ça me semble relativement optimisme. Pour être honnête, merci, cela dit, j'arrête de hijacker le truc. Ne, c'est pas optimiste. Euh, de dire que l'humanité elle se connecte, je pense que c'est ni optimiste ni pessimiste. Je pense qu'on peut juste dire que c'est un fait qu'avant il y avait des clans et qu'aujourd'hui il y a des pays et qui sont devenus de plus en plus connectés à un grand plan. Peut-être que c'est pessimiste parce que si ça nous amène le transhumanisme, pour moi personnellement c'est une catastrophe. C'est-à-dire que si on arrive dans la connexion et que pour se connecter on doit tous devenir ni homme ni femme et qu'on doit tous devenir robots, tous pareils, ah ouais ça ferait une super connexion, mais oh là là quelle catastrophe, on va peut-être perdre notre humanité là-dedans et devenir des robots, devenir des cyborgs ou je ne sais quoi, enfin un truc un peu bizarre. C'est-à-dire qu'on peut se perdre là-dedans. Toujours est-il que la nature, elle nous laisse pas trop le choix, elle nous donne pas le choix de nous isoler dans un coin et de rester isolés. Elle nous met en interdépendance tout le temps, que ce soit par des catastrophes, que ce soit par des guerres, que ce soit notre nature humaine qui nous y pousse, euh, on va dans ce sens-là. Et du coup, de manière simple et pratique, tu nous conseillerais de faire quoi comme chose au jour le jour? Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est d'arriver d'essayer un maximum de concevoir que notre ego nous réduit,
que ça réduit notre perception de juste avoir la perception de soi-même. Si je n'ai que moi-même pour me mesurer, alors mon égoïsme me sépare complètement du reste de l'humanité. Donc il faut déjà que je sorte de ça, et pour sortir de ça, la première étape, je le dis, je crois que je le dis à chaque live, c'est sortir de sa zone de confort. Si je sors de ma zone de confort, alors à ce moment-là, je vais pouvoir dépasser un petit peu mon ego, et je vais pouvoir rentrer dans autre chose que ce que je suis juste par nature. Je vais pouvoir m'exposer à des situations qui vont me permettre de prendre des responsabilités. Ces responsabilités vont me permettre de me développer, d'avoir des difficultés, de réfléchir, de grandir. Et je vais pouvoir accumuler et assimiler des forces différentes qui vont être les désirs des gens, les désirs, les désirs et les... Je sais pas si on peut dire, si on peut résumer tout par désir, mais pour l'instant je résume tout par désir. Les désirs des gens qu'il y a autour de nous. Si par exemple je suis dans une famille et que je grandis et que je ne pense qu'à moi, je vais pas aller loin. C'est-à-dire que ma famille, au bout d'un moment, ils vont me botter le cul, ils vont me foutre dehors et ils vont pas vouloir s'occuper plus de moi. Alors que si je commence à faire attention à mon frère, à mon père, à ma mère, à mon oncle, etc., etc., et que je me mets à leur place et que je sors de ma zone de confort, c'est-à-dire que je vais même essayer de comprendre pourquoi lui il veut ça, pourquoi lui il veut ça, je vais pouvoir acquérir ce qu'on appelle une sagesse différente. C'est-à-dire quelque chose qui dépasse ma simple condition qu'on m'a donné au début, mon simple ego, et commencer à le transcender. C'est le sens général des quêtes spirituelles. C'est-à-dire que chacune des religions nous propose ça au fond, d'aimer son prochain comme soi-même. Ça paraît optimiste par contre, pour arriver justement à ça, donc de rentrer dans une optique où je vais être un humain en pleine conscience de ce qu'est ma place dans l'humanité, c'est-à-dire je sais ce que je suis et ce qui est bon ou pas, entre guillemets, pas pour moi, mais pour le groupe. Parce que ce qui est bon ou pas pour moi et pour le groupe, c'est très différent. Comme je répète, si moi j'aime bien jouer aux jeux vidéo, mais que le groupe il a besoin de chasser, c'est pas du tout le même bien-être qu'on imagine. C'est-à-dire que le groupe qui a besoin de chasser, ils ont besoin de se nourrir, et moi j'ai besoin de jouer aux jeux vidéo, ça veut dire que j'ai besoin de coller d'un côté. Alors, il faut que je puisse savoir sortir de ma zone de confort, me dépasser moi-même, rentrer dans les intérêts du groupe pour voir comment je m'y positionne moi. Et peut-être que je vais dire à tout le monde, ah mais vous savez pas tirer à l'arc parce qu'en fait vous jouez pas assez aux jeux vidéo. Et je vais pouvoir inclure les jeux vidéo dans l'activité de groupe pour pouvoir faire se développer tout le monde. J'ai un truc à apporter et si j'arrive à l'apporter aux autres comme étant quelque chose de concrètement évolutif, là je trouve ma place. C'est-à-dire, je peux comprendre à quoi ça sert. Pareil pour tout, je parle pour les jeux vidéo, mais c'est pareil pour quelqu'un qui dessine, quelqu'un qui joue de la musique, quelqu'un qui veut faire acteur, qui veut faire du théâtre, qui veut faire de la danse, n'importe quoi. Les arts en général, d'ailleurs particulièrement, ont cette dimension qui peut être sacrée, c'est-à-dire d'être le résultat du groupe qui est autour. Je sais pas, quelqu'un qui danse, s'il danse tout seul devant sa glace pour lui-même et s'il danse pour un public, c'est pas la même chose. L'improvisation qui va sortir de lui-même, ça va pas être la même chose parce que la perception qu'on a des autres, on a tous une perception différente, mais le regard qui est posé sur nous, ça change l'expression qu'on a de nous-mêmes. S'il y a beaucoup de gens, je sais pas, par exemple, même ce que je fais là, moi, maintenant, sans dire que je fais l'artiste, mais ce que je fais là maintenant, j'essaie de me connecter un maximum à vous pour ressortir des informations que moi, devant moi, je n'évoquerai pas dans ce sens-là. Mais du coup, qu'est-ce qui est productif vraiment? Est-ce que c'est plus productif que je réfléchisse tout seul avec un bouquin et que je m'auto mette des choses dans la tête? Ou est-ce que c'est plus productif en fait que je me connecte avec le désir de toutes les autres personnes qui me permettent de voir des choses que moi j'ai pas forcément vues ou auxquelles j'ai pas forcément réfléchi? L'art, c'est un peu la connexion la plus concrète au final. Euh... Moi, comme ça tout de suite, si on me demandait qu'est-ce que c'est la connexion la plus concrète, j'aurais dit l'amour. L'art, c'est un mot qui est vraiment large à définir. Donc, je sais pas, ça dépend de ta définition de l'art. Ça, c'est un sujet à explorer aussi. Je pense que c'est un sujet de plusieurs longues minutes de pouvoir définir ce que c'est que l'art. Donc, on va revenir dessus, mais on y reviendra plus tard. Je vais le noter pour vous le proposer comme définition parce que je pense que l'art, ça mérite d'être éclairci. L'amour, pourquoi l'amour? Parce que c'est pas quelque chose qu'on a de nature en fait. On grandit pas avec cette sensation de l'amour en fait. On grandit d'abord avec la sensation d'amour pour nous-mêmes. Dire je veux ma propre survie, je m'aime moi et je veux qu'on me fasse du bien pour pouvoir survivre moi. C'est-à-dire que c'est ma première sensation, survivre. L'amour c'est justement bon ben tant pis pour moi, je vais m'occuper des autres. Je rentre dans l'amour. Donc je pense que la connexion la plus concrète, c'est le fait de savoir, entre guillemets, s'oublier soi-même pour entrer dans une société qui soit assez positive pour prendre soin de moi et aussi que je puisse, moi, m'investir à fond pour prendre soin d'elle.
Chose qui, oui, ça c'est très optimiste. Je pense que c'est un but pour les humains d'arriver à ça, mais je pense qu'on en est loin aussi. Je pense que ça va pas être tout de suite et ça va peut-être jamais venir. Mais c'est une potentialité. Ça existe à l'intérieur de nous et si on gère bien cette espèce de descente qu'on est en train de faire là vers le transhumanisme par la connexion négative destructrice qu'on a entre nous, c'est tout à fait possible qu'on l'équilibre avec justement cet amour. Si on arrive à comprendre ça, c'est qu'on a fait le tour de notre ego et que chacun puisse se rendre compte de façon personnelle et de façon individuelle qu'il a son propre pouvoir sur sa vie, qu'il a ses propres responsabilités, qu'il a pas besoin qu'on lui mette un chef sur lui, ni un gourou, ni je ne sais quoi, ni un livre pour lui dire ce qu'il a à faire, mais qu'il a une entière responsabilité, une entière part à jouer dans tout ce monde-là, autant que tous les autres. Tant qu'on sera feignant et qu'on voudra déléguer des choses aux autres, ou qu'on sera usurier en voulant mordre, en voulant manger les bénéfices des autres, tant qu'on aura ces dérives, enfin c'est même pas des dérives, mais ces comportements certes naturels prédominants chez nous, l'humanité ne va pas arriver à un stade où elle sera en paix et en sécurité en même temps, et en même temps qu'elle sera égale et libertaire. On va arriver forcément toujours d'un extrême à un extrême à un autre, un extrême à un autre. Le fait de pouvoir réunir les deux extrêmes passe absolument par, tout à l'heure on dit la fraternité, mais je préfère moi ce mot-là, qui est l'amour, l'amour dans le sens sacré du terme, donc l'amour comme j'aime mes amis, pas l'amour comme j'aime le poisson pour le manger, hein, pas l'amour pour avaler quelque chose, pour garder quelque chose, non, l'amour pour aimer l'autre, pour l'amitié, pour la contribution, pour le fait de sortir de mon égoïsme personnel et d'aller vers l'autre, chose que je pense qui n'est pas naturelle. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut travailler chez nous, d'arriver vers l'amour, et je pense que si on arrive à cet amour entre guillemets du prochain, on peut créer une société idéale. Mais pour l'instant, voilà, c'est pas le cas parce qu'on n'est pas du tout dans cette optique-là. Chacun, il est dans la survie personnelle et limite la masturbation, c'est-à-dire de vouloir toujours plus de plaisir, plus de choses qui me font me sentir bien. Et c'est très consensuel. Et certaines élites nous y poussent tranquille là-dedans. Après, est-ce qu'elles nous y poussent pour qu'on en ait marre vite et qu'on bouffe vite la feuille et qu'on remonte vite? Peut-être. Ça, c'est une possibilité. Les frères ne s'aiment pas forcément, c'est vrai. Donc une fraternité idéale, je parle, c'est-à-dire quand on parle de fraternité, quand on parle de frères entre eux, on pense à l'amour qu'il existe naturellement, euh, c'est-à-dire le potentiel naturel qui existe de l'amour entre deux personnes. Tout à l'heure, je dis que la cellule familiale, c'était un modèle de la cellule de la société en général. C'est-à-dire que j'ai le potentiel de pouvoir faire de l'amour d'abord avec ma famille parce qu'ils sont proches de moi. C'est plus facile d'aimer mon frère parce qu'il est comme moi, avant de pouvoir aimer des gens qui sont différents de moi. C'est-à-dire que si j'aime pas mon frère qui est comme moi, comment je vais aimer des gens qui sont très différents, très loin, ça va être plus difficile. Euh, Ça va pas être vraiment de l'amour parce que aimer uniquement les gens qui sont comme moi, c'est-à-dire que si j'aime que mes frères par exemple, je pourrais pas dire que c'est vraiment de l'amour, mais ça va m'apporter cette ouverture d'esprit. Si par exemple j'aime mon frère parce qu'il est comme moi et qu'il change, je vais pouvoir me dire ah tiens il a changé mais je dois continuer à l'aimer et je vais pouvoir me poser des questions finalement et arriver à m'auto-dépasser, à aller plus loin dans mon chemin et aller plus loin dans ma perception, aller plus loin dans ma démarche, c'est-à-dire de faire que l'amour soit un peu plus fort que juste les intérêts que je reçois de quelqu'un et ce que je lui donne. On rentre dans un partage qui est supérieur, c'est le fait de dire bon on est différents, mais regarde il y a un gâteau, on va tous se le partager de façon équitable, on est tous égaux et on est libre de faire ce qu'on veut parce qu'on se fait confiance. Donc on se fait confiance, on est libre parce que je sais que tu vas pas me faire du mal et tu sais que je vais pas te faire du mal. C'est-à-dire on est égaux et on est libre en même temps. Donc c'est fraternel comme position. Fraternel dans le sens de l'idéal fraternel, bien sûr, euh, parce qu'il y a des frères qui se détestent. Il y a ce qu'on appelle des frères ennemis. Euh, donc, pour résumer, il y a le but de la vie en général commune, qui est ben, la connexion des humains, degré haute force, pour en faire des robots ou pour en faire des êtres aimants. C'est-à-dire que la nature, apparemment, elle s'en fout, elle veut juste nous connecter, elle nous tape dessus. Elle nous tape dessus par nous-mêmes, hein. On se crée des problèmes nous-mêmes, parce que nous, moi, je répète encore, on est organique, on fait partie de la nature, et les forces qui nous font agir, c'est c'est des, des forces naturelles qui existent en nous et à l'extérieur de nous. Donc ces forces-là nous poussent à nous connecter degré haute force de n'importe quelle façon. Et le but personnel qui est de trouver sa place là-dedans, de façon à pouvoir faire évoluer ça. Si je trouve
ça, si je trouve le but de ma vie, c'est-à-dire je trouve la place, la mission que j'ai dans cette société, le but de mon existence dans cette société, c'est-à-dire que la société va là et moi j'aide la société à aller là, alors je vais atteindre une forme de plénitude qui est bien plus supérieure que celle de juste je remplis mon petit ego et mon petit ventre, et etc., etc. Je vois l'art comme une expression de cet amour. Bah ça, oui, si c'est ta définition, je valide. Mais tout le monde n'a pas la même définition de l'art. La plupart des définitions que j'entends, c'est plus l'art est une expression. C'est-à-dire dès que tu as une expression, tu es un artiste et c'est de l'art. Ça, je suis pas trop d'accord. Mais si l'art est l'expression de l'amour, là ouais, ça me plaît un peu plus et c'est peut-être un peu plus sacré que ce qu'on croit. La forme de l'art dépendant de la personne. Effectivement, il y a plein d'arts différents et si on arrive à utiliser l'art pour l'amour du monde, je pense qu'on est dans une version un peu sacrée de l'art qui dépasse les choses que je veux juste voir, ça dépasse je sais pas si je suis peintre par exemple et que j'aime bien le noir et blanc et que toute ma vie je fais du noir et blanc, je peins pas vraiment pour les autres. Maintenant, si je peins que pour les autres, je perds mon individualité et je peux pas bien peindre non plus. Il faut qu'il y ait un accord entre les deux qui est bah, justement ça, le fait que je trouve ma place, c'est-à-dire j'arrive à faire des formes et à les proposer, et que l'art rentre justement dans cette sensation que les autres m'ont donnée de moi-même, c'est-à-dire je me plais à moi dans les autres. Pas je me plais à moi tout seul ou pas je plais aux autres. Non, je me plais à moi dans les autres. C'est vraiment une union de toutes ces choses-là. Et si on a conscience de ça, que le fait de rassembler les choses, de les défragmenter, parce que pour l'instant c'est fragmenté, c'est ou égalité ou liberté, etc. Mais si on les défragmente et qu'on les met sous un même, une même égide, si on les met vous savez, si on les fusionne comme tout est un, alors là, on a une vision différente du potentiel qu'on a et des possibilités qu'on a, et ça donne un espoir tout à fait différent pour notre vie, pour l'humanité, pour nos enfants, pour ce qu'on peut leur apprendre, comprendre son potentiel, ça crée potentiellement le fait de se sauver et de sauver l'humanité. Si demain je comprends vraiment comment comment aider l'humanité, comme ça là, c'est que je peux créer quelque chose de nouveau juste par cette attention-là. Je peux poser ma brique dans le mur. Si je le comprends pas, ben, je reste dans mon coin, puis je meurs, et puis mon corps se recycle, peut-être à l'infini, on ne sait même pas. Et il est autant un artiste que le pâtissier du coin s'il aime ce qu'il fait. D'accord, alors le fait d'aimer ce que tu fais, ça fait de toi un artiste. Ça, c'est plus difficile, parce que si tu aimes bien faire des boulons, est-ce que faire des boulons, c'est un art? Peut-être. Je dis pas non, hein. Mais je pense que la question se pose, d'accord? Et comme il dit juste en dessous, Samo, faudrait une session sur l'art et les artistes dans un futur proche. Ouais, 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 j'ai marqué en gros, j'ai écrit l'art pour l'aborder dans un futur proche parce que c'est une grande question. C'est une question qui est ouverte à beaucoup de subjectivité et je pense qu'il faut la creuser un petit peu. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Euh, Est-ce que j'ai été clair? Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez que je clarifie? Là, ça fait combien de temps qu'on a... Ça fait 55 minutes qu'on est ensemble. Oh là là, il me reste 5 minutes. Instagram, il coupe tout, là, au bout d'une heure. Donc là, les 5 prochaines minutes, est-ce que vous voulez que je parle de quelque chose d'autre? Est-ce que vous avez une question? Et n'hésitez pas. Je sais qu'il y a 30 secondes de décalage pour arriver à la réponse, pour que vos phrases elles arrivent jusqu'à moi. Donc j'en profiter pour boire un peu de thé et je vais cacher le micro parce qu'apparemment ça fait glouglou. Je crois que tu es dans la vérité, mais le pouvoir et l'argent jouent contre l'amour, contre l'humanité 5G. Du coup, ne faudrait-il pas créer une communauté fraternelle en parallèle? Est-ce que pour toi l'âme sœur existe? Et si oui, qu'est-ce que c'est? L'âme sœur, je te renvoie au live que j'ai fait, le quatrième live, je crois qu'il est à ce sujet-là. Le quatrième et le sixième, où je parle beaucoup de l'âme sœur et des connexions qu'on a entre hommes et femmes, et j'explique en gros que c'est un désir qu'on a à un certain moment qui fait qu'on pense qu'on est âme sœur parce que nos désirs sont de même intensité sur des choses très profondes, mais que âme sœur ça peut arriver plusieurs fois dans la vie et que si on se développe pas en même temps, l'âme sœur ça se perd. Je crois que dans la vérité, le pouvoir et l'argent jouent contre l'amour. Donc le pouvoir et l'argent, je pense que c'est aussi à équilibrer. C'est-à-dire que c'est forcément, si on les prend indépendamment, comme la liberté, comme la vérité, comme l'égalité, dès qu'on prend un truc qui est indépendamment, ça devient un extrême et ça devient destructeur du reste. Chaque fragment devient destructeur du tout s'il est pris de façon isolée. 28 secondes restantes. Bon, eh ben, j'ai pas beaucoup de temps pour d'autres questions.
Les amis, je vous dis à demain ou après-demain. Je vous envoie. Yacine, l'âme sœur, ça existe autant que Dieu le créateur, c'est-à-dire oui, mais surtout non. Je vous adore, franchement, je vous adore. Je vous dis à demain ou après-demain. Je mettrai dans ma story. Gros bisous, faites attention à vous et méditez.